Monsieur Vallas, en fait, n'est pas du tout neurobiologiste. Enfin, si je vous dis des bêtises, vous me le reprendrez. Vous êtes un peu historien ou en tout cas chercheur en littérature et notamment spécialiste de Georges Bataille, voilà, qui est pas un écrivain très très connu en France, mais que vous connaissez vous en tout cas parfaitement. Et vous allez nous expliquer d'ailleurs premièrement peut-être pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre Georges Bataille et le lithium, ce qui est quand même un peu contre-intuitif si j'ose dire. Mais il y a peut-être des explications. Et vous allez nous parler surtout d'un personnage, je mets personnage entre guillemets, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, qui s'appelle Edward Trotner. Alors là, qui est encore moins connu que Georges Bataille en France, je pense. Je sais pas si est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler d'Edward Trotner? Alors peut-être monsieur Bonnemain qui est en ligne, qui est président de la Société Histoire de la Pharmacie, qui est en ligne, peut-être lui il a entendu parler, mais en tout cas moi je ne connaissais pas avant. Donc après la discussion très animée qui s'est produite là, je désire quand même faire valoir mes qualifications. Il est vrai que je suis chercheur en histoire littéraire, mais j'ai une formation en neurosciences, c'est-à-dire que je possède un doctorat en neurosciences. N'allez pas me demander pourquoi j'ai poursuivi de là l'histoire littéraire, c'est très intéressant, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais je dirais que oui, je suis en particulier, je fais des recherches sur Georges Bataille. Je m'intéresse également, et c'est pour ça que j'ai poursuivi sur ce monsieur Trotner, sur le docteur Trotner. Je suis intéressé par la créativité et la créativité dans les sciences. Et quand, par exemple, madame qui m'a précédé a parlé d'un original, pour moi, c'est tout à fait positif. Et je dirais la même chose de Trotner. Vous pouvez déjà voir à son visage que pour un scientifique et un psychopharmacologue, c'est un original. Et c'est un original dans les deux sens qui ont été évoqués. C'est un peu comme pour Laborie, c'est quelqu'un qui a été un peu difficile, un personnage difficile. Mais c'est justement ça qui est intéressant à mon avis, et je dirais pour commencer que si Laborie n'avait rien fait d'autre que la chlorpromazine, excusez-moi, mais il serait quand même quelqu'un de très important et de très intéressant. Pourquoi? Parce que les débuts de toute chose sont intéressants, comme l'est l'embryo dans les débuts de la vie, et l'étude de l'embryon a beaucoup, beaucoup informé la biologie contemporaine. Et je pense que c'est pareil en histoire. On voudrait étudier les embryons des nouvelles découvertes, la chlorpromazine et le lithium aussi. Alors, vous voyez que le titre de ma conférence, là, c'est le lithium et les premières recherches sur le mécanisme d'action d'un médicament psychiatrique. Alors, je ne veux pas, comment dire, partir sur une dispute avec les Français, mais je dirais que le lithium a quand même quelques années d'avance sur la chlorpromazine, excusez-moi Philippe, par le fait qu'il a été mis en marche, il a été utilisé dans les hôpitaux psychiatriques dès 1948. Alors, pour recommencer donc mon histoire ici, que je vais développer sur Edward Trotner, j'ai donc rencontré pour la première fois son nom au cours de recherche sur Georges Bataille, car Bataille avait une amie, Colette Peignot, avec laquelle il a vécu une histoire d'amour assez débridée, qui a fini par la mort, parce que cette Colette est morte de tuberculose, et apparemment ce seraient les excès qu'elle avait vécu avec Bataille, notamment d'alcool, qui auraient contribué à sa faiblesse et à son affaiblissement, mais elle était déjà tuberculeuse. Et donc, après sa mort, Bataille a eu beaucoup de remords, beaucoup d'idéalisation rétrospective, et il a rédigé une notice biographique sur Colette qui est très élogieuse. Et dans cette notice, on lit qu'elle avait été liée à un sinistre médecin allemand dont Bataille révèle l'identité. Et il en dit Edward Trotner, auteur d'un petit livre intitulé Gott, Gegenwart und Kokain. Alors, est-ce que je peux... Dites-moi comment faire pour... Ah, d'accord, si ça marche. Gott, Gegenwart und Kokain,
En français, ça donne Dieu, le monde d'aujourd'hui et la cocaïne. Donc on voit qu'il avait déjà un intérêt notable pour la psychopharmaceutique de son époque. Là, ça a été publié en 1927, ce livre. C'est un roman. Et donc le titre de ce roman m'a interpellé par son alliage de factualité et d'ironie, on peut dire, avec la mention de la cocaïne. De là, par une série de hasards, et grâce à plusieurs collaborations, j'ai fini par reconstituer la trajectoire de cet auteur mystérieux, Edward Trautner, dont personne ne connaissait rien. Il y avait quelques petites mentions dans des encyclopédies de littérature. Et il s'est avéré, par une recherche sur Internet, et peut-être aussi dans certaines sources allemandes, on savait qu'il avait été déplacé en Australie, et que là, il avait fait une carrière dans la recherche scientifique. Mais j'ai fini par retracer son parcours et je pensais redécouvrir un écrivain oublié, mais en fin de compte, j'ai découvert l'un des premiers architectes scientifiques du traitement psychiatrique par le lithium. Et il s'avère que j'étais en mesure de comprendre ce qui se passait dans ces écrits scientifiques parce que j'avais cette formation en neurosciences. Mais il m'a fallu vraiment plusieurs années avant que je me convainque que vraiment ces recherches scientifiques n'étaient pas seulement quelque chose d'intéressant biographiquement, qu'elles étaient vraiment réellement intéressantes historiquement. Et on peut résumer leur signification ainsi. Les recherches de Trautner sur le lithium constituent la première tentative d'élucider le mécanisme d'action du premier traitement pharmaceutique efficace contre la maladie mentale. Voilà. Donc je vais passer maintenant un petit peu sur sa formation pour montrer que ce n'était pas n'importe qui. Il avait quand même une solide formation scientifique. Il avait fait des études de chimie à l'université d'Erlangen. Ensuite, il a fait la Première Guerre mondiale. Il a combattu brièvement. Il a été écarté parce qu'il avait attrapé la choléra. Son frère a été tué. Son père a été ruiné et mis en prison. Donc il y a eu des facteurs traumatisants à cette époque-là, plusieurs. Et il en est sorti très rebelle. Et là, on voit donc un amphithéâtre de l'université de Munich où il avait fait des études de médecine. Après la guerre, il s'est inscrit donc en faculté de médecine. Mais en parallèle à ça, il a eu une activité littéraire. Et on voit sur votre droite là, la couverture d'une revue qu'il éditait. Il était le principal éditeur. Et c'est une revue qui a eu un grand retentissement lors de la Révolution de 1919, où il a participé en fait au gouvernement, finalement, comme conseiller culturel. Et c'était un gouvernement qu'on dirait aujourd'hui conseilliste, c'est-à-dire d'extrême gauche, ou l'idée un peu de la première idée des soviets en Russie, c'est-à-dire la construction d'un gouvernement par la base et par des conseils de travailleurs et de soldats. Alors, pour cette activité, il a été lui-même emprisonné, brièvement, mais bon, je crois qu'il a quand même passé 6 mois en prison. Et après, il en est sorti, il a déménagé à Berlin, et c'est là qu'il a fini ses études de médecine. Et donc, il a été formé par un célèbre chirurgien berlinois, Auguste Beer. Donc là, on voit une photo de sa clinique. C'était dans l'hôpital de la Charité à Berlin. Donc, en parallèle à ses études médicales et après son doctorat en médecine, il a eu une activité littéraire considérable sur la décennie des années 20. Et là, on voit quelques exemples des choses auxquelles il a contribué, notamment un autre livre. Donc, il a ce roman dont j'ai parlé. Il y a aussi ce livre, La mort du policien Blow, qui est considéré assez, qui a une bonne considération parmi les gens qui étudient cette décennie à Berlin, parce que c'est un livre d'avant-garde où il est question de sociologie et aussi de fiction, on peut dire, une sorte de fiction sociologique. À la fin des années 30... à la fin des années 20 plutôt, oui. À la fin des années 20,
L'instabilité financière l'a forcé à quitter Berlin, avant la venue de Hitler, donc, mais quand même aussi pour des raisons politiques. Il a gagné Majorque. Et là, il a été interdit d'exercice médical. Alors, à Berlin, il exerçait quand même un peu comme médecin généraliste et aussi comme conseiller psychologique pour les artistes, à qui il offrait des ordonnances pour la cocaïne, bien évidemment, et pour la morphine aussi. À l'époque, c'était légal. En Allemagne, c'était tout à fait légal. Mais en Majorque, il n'a pas pu faire ça, et donc il a en fait lancé un bar fréquenté par les touristes anglais, ce qui lui a permis d'émigrer en Grande-Bretagne une fois que la guerre d'Espagne a éclaté, parce qu'il a eu des clients anglais, et notamment un client très riche qui l'ont aidé. À partir de l'Angleterre, il a été exilé en Australie parce que la Deuxième Guerre a commencé, et il était allemand, bien évidemment, et donc il était considéré ennemi. Et donc on l'a embarqué avec d'autres Allemands dans un navire de transport. On l'a amené dans un camp de concentration en Australie. Et le voici maintenant, vous voyez en photo là, beaucoup plus âgé, beaucoup plus découragé par la vie. Mais c'est ainsi qu'il s'est présenté en 1942 à l'université de Melbourne, au département de physiologie, où il a été accepté comme chercheur, bien qu'il n'avait déjà pas travaillé dans un laboratoire depuis 20 ans. Mais c'est parce que c'était un temps d'urgence, c'était la guerre, et en fait tous les hommes valables étaient en guerre, et on avait besoin, enfin ceux de moins de 40 ans, on va dire, on avait besoin de main-d'œuvre. Et en particulier, on voulait essayer de créer une industrie pharmaceutique pour faire une manufacture locale de drogues dont l'armée avait besoin. Voici un exemple d'un laboratoire à l'université de Melbourne de son époque. C'est un peu ça qu'il faut s'imaginer. Et là-dedans, il faisait des purifications à partir de matières de plantes, comme par exemple pour créer de la morphine, mais aussi c'était des plantes qui pouvaient pousser en Australie. Et il y en avait une qui s'appelait Duboisia. Duboisia, c'est une sorte de tabac. Enfin, c'est un buisson qui peut, dont on peut tirer des molécules qui ressemblent à la nicotine. Et il avait très très profondément étudié toutes les molécules psychoactives qui pouvaient en être tirées. Tout ça, ça a été un travail secret, mais après la fin de la guerre, il a publié des articles là-dessus. Et donc, la guerre finit, le projet de lancer une industrie pharmaceutique aussi, et il fallait passer à autre chose. Et sur le conseil de son chef de service, Roy Douglas Wright, dont j'ai mis la photo là, il faut quand même le souligner, c'est un homme très vivace, très bien connu en Australie. C'était un médecin, il est devenu physiologue, et il est devenu le chancelier de son université. Et il a eu une activité politique dans la gauche libérale de l'époque, comme idéologue, un petit peu comme Laborit, on peut dire, dans le sens qu'il a voulu théoriser, il a voulu beaucoup écrire et donner des discours, et donc c'était un personnage public. Et il a beaucoup favorisé la carrière de Trautner. Mais le grand tournant pour Trautner, dans son histoire à lui, et dans la psychopharmacologie, c'est John Cade. Alors, je ne sais pas si dans cette salle, est-ce que vous reconnaissez son nom, John Cade? Donc, alors, monsieur Calvino, oui. Alors, oui. Il y a 3 personnes qui connaissent. Alors, c'est un petit pourcentage, mais il y en a. Je dirais qu'avec Trautner, si on peut résumer un peu le personnage, les personnages, je dirais qu'en mettant ensemble Cade et Trautner, vous pouvez avoir Laborit. C'est-à-dire que Cade, c'était un psychiatre. Il a découvert l'usage du lithium en psychiatrie un peu par hasard. C'est un personnage très intéressant, rebelle aussi, et qui travaillait tout seul. Il ne faisait pas de collaboration. Il avait beaucoup d'idées un peu farfelues, on peut dire, certains pourraient dire. Par contre, Trautner, c'était un peu à l'opposé. C'était quelqu'un vraiment formé dans le laboratoire, qui a fait un travail
scientifique vraiment mécanicien. Et donc, si on met ensemble les deux, il me semble que Laborit avait les deux côtés. Mais là, Cade, donc en 1949, il publie cet article, désormais classique. C'est un clairon annonciateur qui annonce que la pharmaceutique entre dans les asiles mentaux, que les patients peuvent en ressortir, il donne, je sais pas, environ 10 cas, je crois, de l'usage du lithium à cet effet. Et c'est le lithium comme antipsychotique à l'époque pour traiter les maniaques, les personnages agités, les patients agités. Il faudrait qu'on reparle de Cade, peut-être dans les questions s'il y a le temps. Je ne sais pas, mais je ne veux pas trop insister sur lui, parce qu'il est question ici de Trautner, sur qui moi j'ai fait des recherches. Donc à l'époque, il y avait beaucoup d'intérêt pour sortir les patients des asiles, parce que les asiles, je crois que c'est le même cas en France, les asiles étaient surpeuplés. Depuis la crise financière des années 30 et puis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas vraiment eu d'argent pour rénover les asiles, et donc ils étaient complètement vétustes, aussi bien que surpeuplés. Et John Cade avait un peu trouvé la solution à ça avec ce médicament. À l'époque, les traitements dominants, c'était le coma insulinique, la cure de sommeil par le coma barbiturique et l'électrochoc. Donc la pharmaceutique jouait peu de rôle. Et le lithium semblait offrir une alternative. Mais il y avait un problème majeur, c'était la toxicité. Cade en était conscient, mais il a cru quand même, il a joué le jeu, et en fin de compte, un de ses patients est mort de toxicité à cause du lithium. Et il s'est retiré du jeu. Et donc le traitement risquait de disparaître, malgré le fait qu'il avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme dans les asiles de Melbourne et dans les hôpitaux de Melbourne. Et c'est à ce moment-là que Trautner intervient. Attendez, voilà. Chaque jour, en entrant dans son laboratoire, où il faisait les recherches donc de pharmacologie sur les plantes, il passait devant un autre service équipé de ce matériel-là, c'est-à-dire le spectrophotomètre à émission de flammes. Et c'était une technologie assez nouvelle qui avait été développée pendant la guerre et qui permettait de mesurer précisément les ions comme le sodium et le potassium dans le sang et les urines. Et donc on commençait à s'en servir dans les services d'urgence des hôpitaux. Et comme le lithium aussi est un ion, on pouvait le mesurer à l'aide de cette technologie. Et cette possibilité technique, donc, dont Trautner était conscient, il a peut-être été mis au courant aussi par ses collègues. En tout cas, quelqu'un, quelque part, a eu l'idée de mesurer le lithium pour essayer de sauver ce traitement. Alors, en 1949, je crois que c'est en 1949 que Trautner a commencé à surveiller des traitements au lithium. Il s'est lié avec un psychiatre en formation, un interne, qui avait travaillé avec Cade, c'est-à-dire Charles Noack, que vous voyez ici sur ce rapport, avec lui. Et donc en 1951, ils ont publié leur premier rapport. Voilà. Donc ils avaient entre 49 et 51, ils avaient traité une centaine de patients. Et ils ont pu montrer qu'ils avaient un moyen de traiter au lithium sans toxicité. Et cela grâce au fait qu'ils mesuraient le lithium dans le sang et les urines et qu'ils surveillaient les patients pour éviter que leur réaction devienne toxique. Et là, ils ont eu, tous les deux, je pense, une théorie. Ils ont fait une observation
qui est que les patients qui commençaient à montrer des effets toxiques, on gardait toujours la même dose du médicament, mais en examinant les urines, on voyait que les patients qui étaient en état de manie, d'agitation maniaque, retenaient beaucoup de lithium, et plus que les personnes normales, mettons, mais que quand leur état maniaque s'affaiblissait ou se résolvait, alors ils commençaient à expulser le lithium, c'est-à-dire à pisser le lithium. Le lithium était évacué dans les urines. Et donc, Trautner a compris qu'il fallait changer les dosages à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'il a pu sauver ce traitement. Mais ce rapport, je dirais que c'est un papier qui doit être lu maintenant par les historiens comme un classique de psychopharmaceutique. C'est un texte discursif, mais fondamental, car ce n'est pas une série de cas, c'est vraiment un travail d'élucidation du mécanisme d'action d'un médicament psychiatrique. C'est d'abord un rapport clinique, mais c'est un rapport doublé d'une analyse physiologique. Et le problème est découpé selon le schéma physiologique et pharmacologique de l'absorption, la distribution, la rétention et l'excrétion. Et comme il s'agit du lithium dans des patients dans des hôpitaux mentaux, il s'agit aussi d'une description psychologique qui s'ajoute à la description clinique. Voilà. Donc, l'intéressant mettons, ce qui me paraît encore intéressant aujourd'hui pour la psychopharmaceutique, c'est l'idée d'une toxicité qui est dynamique, qui dépend de l'état clinique. Et là, on rejoint aussi les choses sur Laborit, c'est-à-dire que c'est une vision top-down, c'est une vision systémique. Ce n'est pas une vision empirique, mettons, de causalité simple. Intervient donc une reconnaissance internationale du lithium après 1951. Et là, je voudrais faire passer, parce que là, ça ne sera pas vraiment facile de lire, une liste des publications françaises. Si vous pouvez. Donc, il y a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que la première réponse, mettons, à ces travaux australiens de Cade et Trautner, a eu lieu en France. Et il y a eu pas moins de 11 publications sur le lithium en France entre 1951 et 1955. Et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir ici faire cette conférence à l'invitation de Philippe, c'est que justement, je ne connais pas les noms et le milieu de ces chercheurs français. Et je m'intéresse à savoir qui ils étaient et qu'est-ce qui s'est passé là. Mais en gros, il y a eu un intérêt assez enthousiaste, parce que vraiment par rapport aux autres pays, c'était beaucoup plus. Et cet intérêt a diminué probablement à cause de la chlorpromazine, de l'apparition de la chlorpromazine pour l'usage, mettons, diffusé, l'usage clinique plus répandu que dans les hôpitaux de recherche. Et donc, il est vrai qu'à ce moment-là, le lithium, il y a eu une grande pause. Et en fait, le lithium est revenu beaucoup plus tard comme traitement de longue durée, plutôt que comme traitement aigu. Parce que là, il s'agissait encore du traitement aigu par le lithium contre l'agitation maniaque ou la psychose. Ces études françaises, néanmoins, ne s'attaquent pas au mécanisme d'action. Ce serait plutôt des répétitions de la trouvaille de Cade, d'autres séries de cas, avec des observations parfois très fines, et aussi, assez intéressant, un alliage avec l'électrochoc, dont Trautner aussi va, s'inspirer, parce que cet alliage avec l'électrochoc, ou l'idée que l'électrochoc peut être remplacé par le lithium, ou l'efficacité peut être améliorée par le lithium, suggère un mécanisme commun. Et c'est ça qui est intéressant, cette idée du mécanisme commun. Et Trautner a sauté là-dessus en parlant de
lithium shock. Donc il a un peu embauché ou emboîté sur l'idée du choc, l'électrochoc. À l'époque, il y avait aussi le choc insulinique et d'autres traitements de choc. C'est comme ça qu'on les appelait. Et lui-même a donc voulu expliquer le lithium aigu comme un traitement de choc. Alors ici, je ne pouvais pas résister à inclure ça. C'est une réaction anglaise datant de 1959 qui fait état de la contribution française au lithium de manière très méprisante. Et je me demande pourquoi, et je me demande qu'est-ce qu'il essaye d'indiquer là. Alors je vais vous traduire en français. Ces chacals thérapeutiques que sont les Français ont signalé son utilisation, c'est-à-dire l'utilisation du lithium, dans de petits groupes de cas, mais ils s'en sont détournés à l'arrivée de leur propre tranquillisant, plus spectaculaire et de loin beaucoup plus coûteux, la chlorpromazine. Ça, c'est en 1959, et c'est le chercheur anglais qui a vraiment, avancé l'idée du lithium comme prophylactique, comme traitement prophylactique contre la bipolar disorder, le syndrome bipolaire. Le syndrome bipolaire. Ou la maladie bipolaire. Hartigan. Si l'un de vous savait pourquoi il a traité les chercheurs français de chacal thérapeutique, je serais très intéressé de comprendre. Alors, en même temps, au Danemark se développe un autre pôle de recherche autour du lithium et qui va aller beaucoup plus loin parce qu'il s'agit du psychiatre Mogens Schuh, qui a aussi des compétences chimiques. Et sa première publication, vous la voyez ici sur le lithium, ça date de 1954. Mais dans les années 60 et 70, il va vraiment lancer un énorme un projet de recherche. Il va être entouré de beaucoup d'autres chercheurs. Et c'est lui qui va vraiment devenir la figure internationale de référence pour le lithium et pour avancer ce traitement. Intéressante, c'est que Schuh, au contraire des chercheurs français, Schuh avait lu Trautner. Les chercheurs français, en fait, avaient lu Cade, et Schuh avait commencé avec Trautner, et il a ensuite écrit à Trautner. Ils ont échangé beaucoup de lettres, de 1953 à 59 ou 60, et Schuh, en général, interrogeait Trautner sur ses trouvailles, et Trautner répondait assez ouvertement, défendait ses idées, fournissait des précisions techniques sur le dosage, par exemple, et la gestion de la toxicité. Mais il fournissait aussi, même d'ailleurs, des hypothèses de mécanismes d'action et des possibilités de recherche. Il avait toutes sortes d'idées, et comme il se trouvait un peu isolé et seul en Australie, je pense qu'il était assez fier de pouvoir déverser ça sur Schuh. Et cet apport va permettre à Schuh de lancer son programme de recherche sur des bases solides et va lui ouvrir plusieurs axes de recherche. Alors, je pense que c'est peut-être le fait des publications françaises et de cette publication danoise qui a un peu mis le feu en Australie chez les administrateurs qui ont commencé à favoriser les recherches de Trautner. Là, on voit de nouveau son chef de service Wright, et puis un psychiatre anglais qui avait été recruté en Australie pour réformer le système asilaire, Eric Cunningham Dax. Et donc Dax prônait l'idée de sortir les patients des asiles, et il a vu que le lithium pouvait être utile à cet effet. Et donc les deux ensemble, ils ont négocié, ils ont trouvé des subsides, et ils ont fondé le premier, à mon idée, et je reçois ça en fait du chercheur très connu Sam Gershon, du psychopharmacologue Sam Gershon, que c'était le premier laboratoire en psychopharmaceutique et en psychopharmacologie de recherche, un laboratoire de recherche qui était fondé dans un hôpital mental. Et en voici la photo. Et donc, dans ce laboratoire, ils avaient accès à des recherches cliniques.
Et ils avaient également les facilités pour faire des recherches physiologiques et biochimiques. A commencé à faire des recherches, je dirais, plus pointues sur le mécanisme d'action. Il a documenté le passage du lithium, toujours à l'aide du spectrophotomètre, dans le sang et dans les urines. Et il a montré que le lithium déplaçait le sodium, déplaçait en fait tous les ions physiologiques, mais que cet effet était beaucoup plus fort sur le sodium. Et il est clair qu'avec un effet de ce genre, ça pourrait, ça pourrait diminuer l'excitabilité du cerveau. Et donc c'est une raison tout à fait envisageable pour l'effet du lithium, comme mécanisme d'action pour l'effet du lithium. Dans les noms là que vous voyez d'auteurs à ce rapport, vous voyez Gershon, c'est lui que j'ai déjà mentionné. C'était donc le collaborateur de Trautner. C'était un jeune psychiatre en formation, un interne. Après son alliance avec Trautner, il s'est intéressé au lithium et il est devenu finalement, il a arrêté de poursuivre la psychiatrie pour devenir un chercheur à temps entier. Et puis après, il a émigré aux États-Unis et c'est devenu quelqu'un qui a favorisé le développement du lithium là-bas. Alors, par contre, Trautner ne s'est pas seulement intéressé à cet effet aigu de lithium, il s'était intéressé aussi à l'effet de longue durée et qui correspond au traitement d'entretien. Le traitement d'entretien au lithium avait déjà été préconisé par Cade. Et depuis 48 pour Cade, 49 pour Trautner, déjà on est maintenant en 1955 avec le rapport que je vous ai montré là. Les patients qui étaient traités au lithium passaient de la phase aiguë à un traitement d'entretien souvent. Et donc on avait l'expérience de ça sur des années déjà en Australie. Et Trautner a distingué deux mécanismes d'action qui correspondent aux deux régimes de traitement. Il pensait que le mécanisme pour le traitement aigu, c'était à base de perturbation du sodium et donc l'excitabilité neuronale, mais que le traitement d'entretien avait son mécanisme qui prenait, comment dire, involved, qui entraînait une action sur le métabolisme énergétique du tissu cérébral, du tissu du cerveau. Et donc cette distinction a fait qu'il a voulu collaborer avec un biochimiste. Et là, je vous montre donc le troisième nom là sur ce rapport, Messer, Michel Messer, était un doctorant à Melbourne. Et il allait devenir un très loyal serviteur pour Trautner à faire toutes les expérimentations biochimiques que Trautner voulait. Et ici, c'était leur premier papier ensemble, et vous voyez la méthode. C'était une méthode courante à l'époque. C'était une préparation de cerveau de cobaye haché, maintenu en milieu physiologique oxygéné. Et cela permettait de mesurer la consommation d'oxygène ou la production de métabolites. Et donc on pouvait ajouter des substances et mesurer comment ça allait influencer le métabolisme. Et donc ici, vous voyez le résultat pour le lithium. Et pourquoi je vous montre ça écrit à la main? C'est parce que ça n'a pas été publié, pour des raisons mystérieuses. Il est possible que Trautner voulait garder ça secret, qu'il considérait que c'était un avantage de savoir ça sans le publier. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est donc dans cette préparation que je vous ai dit, on ajoute une substance qui s'appelle DNP, dinitrophénol, dinitrophénol, et cela excite le métabolisme du tissu. Et il montre que le lithium n'a aucun effet là-dessus.
Donc, dans la première série là, linéaire, en fait, il ajoute du lithium et il ajoute du sodium à une préparation qui n'est pas stimulée. Et il montre que le lithium et le sodium ont à peu près le même effet. Mais quand il a stimulé la préparation avec le dinitrophénol, alors, s'il ajoute aussi du lithium, alors l'inhibition de l'excitation par le lithium se révèle. Et donc, c'est ça qu'il a trouvé, il a pensé que c'était vraiment le secret de la posologie comment dire, sur la longue durée. C'est-à-dire que l'effet métabolique n'était pas un effet direct, mais c'était un effet qui impliquait seulement le tissu en état d'excitation. Ça diminuait l'excitation. Et Trautner s'est servi de cette idée, finalement, pour mettre en œuvre une thérapeutique, une sorte de système thérapeutique qui n'a pas eu beaucoup de suite, mais c'est très intéressant. Et c'est quand même la première apparition de l'idée du traitement prophylactique par le lithium. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est en haut, c'est des sortes de courbes, des schémas représentatifs du traitement de 6 patients d'hôpital. Dans les 3 premiers schémas, vous voyez des patients dépressifs. Et dans les 3 deuxièmes, vous voyez des patients agités. Et donc, à chaque fois qu'il y a une flèche, c'est un traitement à l'électrochoc, en fait. Et ce que cherchait à faire Trautner avec Gershon, c'était de diminuer l'usage de l'électrochoc. Merci Philippe. Oui, j'ai presque fini là. Donc, de diminuer l'usage de l'électrochoc en ajoutant la pharmaceutique. Et en l'occurrence, ils ont ajouté pour les patients agités le lithium, et pour les patients dépressifs, ils ont ajouté un autre agent qu'ils avaient tous les deux étudié, dont je n'ai pas parlé, mais c'était une autre étude qui se basait sur la biochimie, et c'était un agent qui s'appelle l'acide succinique. L'acide succinique, c'est un intermédiaire dans le cycle de Krebs, donc dans le cycle métabolique de l'énergie cellulaire. Et il pensait qu'en donnant oralement, les deux traitements étaient oraux, le lithium c'était des tablettes, en donnant oralement l'acide succinique, on pouvait favoriser le métabolisme énergétique et donc soulever les patients de leur dépression. Et donc ils ont mis au point cette thérapeutique très simple finalement, mais intéressante par le fait qu'elle d'abord, elle préconise l'usage du lithium qui est encore en cours aujourd'hui comme prophylactique, mais aussi parce que elle ne prétend pas résoudre une maladie. Elle ne prétend pas guérir une maladie. C'est un ajout ou une soustraction, c'est une manière de modifier l'excitabilité cérébrale, mais ce n'est pas une guérison, c'est un outil thérapeutique. Et je pense que cette approche est très intéressante aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais résumer. Donc vous connaissez maintenant les grandes lignes de la recherche de Trautner. Il a quand même fait des publications intéressantes dans d'autres domaines comme en pharmaceutique des plantes natives d'Australie, aussi sur d'autres publications sur le lithium, sur d'autres aspects du traitement, sur l'acide succinique bien sûr, et puis sur d'autres substances aussi. Mais bon, le lithium, c'est vraiment ce qu'il a fait qui est vraiment important. Il était reconnu à son époque par ses supérieurs, là, mais sa recherche s'est arrêtée parce qu'en 1955, il y a eu une crise politique en Australie à cause du communisme, un peu l'analogue de la crise aux États-Unis du McCarthyisme. Et plusieurs collaborateurs de Trautner étaient soupçonnés de sympathie communiste. Et notamment, il y a eu des dénonciations par le personnel hospitalier. Et ce monsieur Dax, qui était très diplomate, il était quand même sympathisant avec ces chercheurs, mais il a voulu faire la paix, et donc il a réaffecté les chercheurs en question. Et finalement, le laboratoire de
l'hôpital de Sunbury a été fermé en 1956, après 2 ans seulement d'usage. Et Trautner est donc écarté de la pratique clinique à ce moment-là, et il se retourne vers les recherches animalières, les recherches dans les modèles animaux à l'université de Melbourne. Il s'intéresse notamment à l'effet du lithium sur le développement prénatal, qui est une question soulevée par le succès des traitements d'entretien à long cours. Donc ça montre que vraiment ces traitements-là étaient un sujet de première importance pour eux. Après cette recherche sur le développement prénatal, il va même essayer d'examiner l'effet du lithium sur les tumeurs, parce que ce sont des cellules qui se divisent très vite, un peu à l'image des gamètes. Mais en tout cas, c'est un peu la fin de son projet. Et d'ailleurs, son collaborateur Gershon part pour les États-Unis en 1959. Et Trautner prendra la retraite en 1961. Il avait 70 ans. Donc il a commencé son parcours en pharmaceutique à l'âge de 50 ans. Voilà. Donc, pour les points essentiels, je pense que c'est un homme qui a eu la vocation pour la psychopharmaceutique. C'est un penseur sérieux qui a eu une approche générale et systémique, qui a réussi à avancer le traitement au lithium du stage empirique à un stage vraiment rationnel. Et puis, c'est un personnage très intéressant qui a commencé sa vie comme révolutionnaire et qui a été entraîné un peu par hasard dans ses recherches en pharmaceutique, mais qui ne s'est pas contenté d'en sortir un article ou deux, de travailler patiemment dans le labo, mais qui a profondément essayé de comprendre le fonctionnement du médicament sur lequel il travaillait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe de m'avoir invité. Oui, merci à votre surtout. Société. Merci d'être venu. Alors, je précise, avant de passer à une question, parce qu'on est un peu bloqué par le temps, je précise que votre article qui est paru il y a 2 ans dans le Journal of History of Neuroscience, je ne prononce pas très bien, voilà, a eu le prix du meilleur article remis par la Société internationale d'histoire des neurosciences, dont le président était à ce moment-là Olivier Baluzinski, ici présent. Voilà, donc bravo. Alors cet article-là, en anglais, de manière intégrale, qui est beaucoup plus détaillé que tout ce que vous nous avez dit sans doute, Monsieur Vallas nous le met à disposition. Donc les personnes intéressées, voilà, peuvent le prendre. Il y en a quelques exemplaires en plus, et puis s'il n'y en a pas assez, on en trouvera. Donc voilà, donc donc je vous remercie. Je précise aussi ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que vous êtes irlandais. Vous êtes venu de Dublin, je crois, oui. En direct. Avec ma famille, que je remercie. Avec la famille qui est ici. Remercie. Parce que Trautner fait partie de notre famille, on peut dire, d'une certaine manière, et que mes enfants, ils en sont bourrés le crâne, les voilà, pauvres. donc c'est bien. Alors, je ne sais pas si ça va donner des vocations en psychopharmacologie ou en médecine, enfin, on verra bien. Voilà, donc, alors, on va prendre une question de Monsieur Rosolène, ici présent. Oui, c'est une question naïve, mais qu'est-ce qu'au départ a suscité l'intérêt du lithium? C'est une observation clinique? C'est quoi? Parce qu'on trouve pas comme ça. On parle de John Là, Millar. il faut justement revenir à John Cade. Et il faudrait faire tout un cours là-dessus. C'est très, très intéressant. C'est beaucoup moins rationnel que chez Laborit, je dirais. Même si on peut dire que Laborit dépasse un peu la raison. Il a ses propres idées qui sont un peu, presque un peu, comment dire, utopiques. Mais chez Cade, je pense que, je vous dis ma propre opinion, hein, parce qu'il y a des divergences là-dessus. D'ailleurs, mon collaborateur, mon auteur dans ce rapport anglais, là, est un psychiatre qui a fait une biographie de Cade. Et lui pense que Cade a procédé de manière très méthodique à partir d'études qu'il faisait tout seul dans son laboratoire personnel.
sur l'idée que peut-être qu'il y avait une molécule dans l'urine des patients maniaques qui pouvait influencer par exemple les cobayes. Donc il injectait des urines ou des extraits d'urine de patients maniaques dans des cobayes. Mais il s'avère aussi que Cade, son père était psychiatre, et je pense que son grand-père même était psychiatre, et qu'il avait eu une connaissance des livres du 19e siècle, et notamment, et il cite d'ailleurs un auteur du 19e siècle, le lithium était déjà connu au 19e siècle comme traitement de la goutte. Et il y avait des manifestations psychiatriques de la goutte, des manifestations mentales de la goutte. Et le lithium avait été prescrit pour la goutte. Et apparemment peut-être aussi, en tout cas ça demeure un peu mystérieux, mais il semble qu'il y a des mentions assez subtiles du lithium. Et certainement il y avait par exemple des eaux thermales et des eaux aussi qu'on vendait commercialement, lithiées, des eaux lithiées qui avaient un effet calmant. Et je pense que Cade a dû s'apercevoir en quelque sorte que ça existait, mais en même temps il a vraiment réalisé cette recherche sur les cobayes. Et donc c'est une jonction mystérieuse, et c'est un exemple de créativité en science qui ne s'explique pas facilement.